Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs. Qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondistes ou simples touristes, nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout. Sur notre blog, bien sûr, parents-voyageurs.fr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel j'accueille Hélène. Hélène et sa famille ont été émigrés en Nouvelle-Zélande pendant 7 ans et depuis quelques années, ils sont de retour en Europe, ils se sont installés en Suisse. Hélène nous explique un petit peu le cheminement, pourquoi ils ont quitté la France, pourquoi ils ont choisi de s'installer en Nouvelle-Zélande à l'autre bout du monde, comment s'est passée leur installation en Nouvelle-Zélande, comment on trouve du travail là-bas, comment on gère les visas, combien coûte une immigration en Nouvelle-Zélande. Elle nous partage un petit peu son expérience sur tous ces volets-là de la vie qui sont un petit peu pratiques et les questions qu'on se pose quand on change de pays avec des enfants. Et puis elle nous partage aussi son retour en Europe, avec toute leur vie qui tenait dans 5 valises et 2 mètres cubes de fret. Donc ça, c'est quand même une sacrée performance. Pourquoi ont-ils choisi la Suisse pour leur retour en Europe? Comment s'est passée l'adaptation des enfants à une nouvelle culture, de nouveau? Voilà, tout ça génère des échanges que j'ai trouvés vraiment hyper intéressants et passionnants. J'espère que ça vous plaira aussi. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Hélène, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui au micro de Parents Voyageurs. Merci beaucoup, tu nous as contactés sur Insta, on a échangé. Il se trouve que tu es podcasteuse toi aussi. Et donc voilà déjà un sujet qui nous rapproche et après je pense qu'il y a un peu d'autres sujets qui nous rapprochent et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Évidemment, on va parler de voyage en famille et d'expatriation. Donc merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je suis Et frustrée. Ouais, mais écoute, il faut. Franchement, c'est super chouette. Ça nous fait découvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles personnes, et nous, on adore ça. Donc, pour commencer, question traditionnelle. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, ainsi que ta petite famille? Alors, je m'appelle Hélène, j'ai 43 ans depuis quelques jours seulement et je suis maman de 3 garçons qui ont 11 ans, 13 ans et 15 ans et avec toute cette petite famille, là, on habite en Suisse, près de Neuchâtel, pour ceux qui connaissent un peu la Suisse et on habite là depuis 2 ans maintenant et avant on était ailleurs, on était en Nouvelle-Zélande avant. Ok, mais vous êtes français, vous êtes Oui, originaire de France, hein? on est originaire de France, les enfants sont nés en Bretagne, on a 3 petits rennais. D'accord, eh ben magnifique, tout près de chez moi. Alors, on va parler pas mal d'expatriation et puis après on va dévier un petit peu sur le minimalisme en voyage, en expat, comment on revient de l'autre bout du monde avec toute sa vie dans ses valises. Tu vas nous raconter tout ça. Est-ce que tu peux nous planter le décor? Donc vous avez passé 7 ans, je crois, en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir là-bas? Plusieurs choses, je pense qu'on part pas à l'autre bout du monde avec juste une seule raison. Je crois qu'une seule raison, c'est vraiment pas assez, pour des destinations aussi, lointaines. On avait envie de changement, les enfants avaient, quand on a pris la décision, ils avaient, 1 an et demi, 3 ans et demi et 5 ans et demi. Tout petit? Tout petit, assez rapprochés et mon mari travaillait dans le cinéma à l'époque. Donc ça veut dire que nous, on était basés sur Rennes, mais lui, il était basé, généralement en région parisienne, à peu près 6 mois de l'année. Donc ça a été une grosse décision de se dire: «Bon, bah, c'est bien gentil, mais voilà». Chaque tournage était de plus en plus dur pour mon mari, il avait de plus en plus de mal à nous laisser et il voulait revenir et malheureusement, on n'avait pas l'impression qu'en France, ce soit possible de faire une reconversion professionnelle facile quand on a 3 enfants à charge et on savait que peut-être que dans d'autres pays, ce serait plus simple. Moi, j'avais envie de repartir à l'étranger, quand on en parlera peut-être. Moi, c'est pas ma première expatriation, loin de là. J'ai été une enfant d'expatriée, j'ai passé les 10 premières années de ma vie en Afrique et après je me suis expatriée en tant que jeune adulte toute seule. J'ai migré vers l'Écosse pendant un bon nombre d'années et puis là, bah, ça faisait 6-7 ans que j'étais en France avec mon mari et moi,
ça commençait un peu à me démanger. Donc voilà, on s'est dit: «Allez, on y va avant que le grand rentre en CP». J'avoue que le système scolaire français me faisait pas rêver pour l'école primaire. Autant la maternelle, on a adoré, autant le primaire, ça commençait à me faire un peu peur. Et voilà, tout ça a fait que on s'est dit: «Allez, on part». Mon mari avait jamais vécu à l'étranger, du tout, du tout. Lui, son premier déménagement loin de sa maison d'enfance, c'était pour emménager avec moi, c'est pour te dire. Un casanier à la maison et donc ça le titillait bien de partager ça et puis on voulait que les enfants, moi je voulais que les enfants parlent anglais également et puis qu'ils puissent me comprendre quand je parle anglais parce que pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont bilingues, on n'a pas la même personnalité dans les 2 langues et je voulais que mes enfants voient toutes les facettes de leur merveilleuse mère. N'est-ce Donc pas? n'est-ce pas? Donc on est parti en milieu anglophone parce que, moi j'étais déjà bilingue, donc on n'allait pas non plus se mettre dans une difficulté en plus, d'aller dans un pays où ni moi ni mon mari on maîtrise la langue avec des enfants, on se sentait pas de le faire et on a choisi la Nouvelle-Zélande, parce que, on a regardé les systèmes scolaires en fait, à la base et c'est celui qui nous plaisait le plus et voilà donc je suis partie toute seule chercher du travail pendant 3 semaines en 2014. J'ai laissé, mari et enfant pendant 3 semaines à la maison et OK. voilà. Et alors, écoute, tu as déjà dit plein de choses différentes. J'ai pensé à plein de petites questions là en chemin. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire d'école? Oui, Quel est le problème? Bon, je dis ça comme oui, ça, oui, mais c'est ce que voilà, tu veux qu'est-ce dire. qui vous chagrinait un petit peu avec le système français et qu'est-ce que vous avez trouvé en Mmh. Nouvelle-Zélande? Moi, ce qui me chagrinait dans le système français, c'était déjà la configuration des classes. Alors, on n'est peut-être pas comme on était nous dans les années 80-90, tous à Ça a regarder la changé, c'est maîtresse vrai. en fond, ça a changé, heureusement. Mais et encore il y a 15 ans, tu vois, il a 15 ans mon grand, donc il y a une dizaine Ouais. d'années qu'on pouvait y aller, c'était encore, pas dans toutes les écoles, hein. Et puis il y a surtout il y a des devoirs et il y a des évaluations et moi j'avais le souvenir que faut pas parler en classe et comme tu le vois, je parle beaucoup et mon grand, il est un peu comme moi, il est très bavard, hein. Pas à tort et à travers, il est pas du tout perturbateur dans les classes, mais il parle beaucoup et je me suis dit: «Ah, revivre le même calvaire de excellent élève, mais est-ce qu'il peut l'affirmer de temps en temps?» En gros, moi je pouvais pas, je me disais: «Non, il faut qu'il soit dans un espace où il a quand même le droit un petit peu de bouger». Et puis les devoirs, merci mais non merci et les évaluations, merci mais non merci en fait. Les profs ont pas besoin d'évaluation pour savoir où en sont les élèves et en Nouvelle-Zélande, c'est exactement ça. Donc nous, les enfants étaient scolarisés 7 ans en Nouvelle-Zélande et c'est que là, depuis qu'on est en Suisse, qu'ils ont appris ce que c'était des devoirs et des évaluations parce qu'ils en ont pas eu pendant, 7 ans de primaire. Il y avait 0 devoir, 0 évaluation et OK. il y a même pas de livre, hein, de manuel scolaire, on va dire, dans l'école où ils étaient, hein. D'une école à l'autre, ça peut varier, hein. Je veux pas faire de généralité sur la Nouvelle-Zélande, c'est un système scolaire, qui peut être un peu complexe aussi. Mais nous, dans l'école où ils étaient, il y avait pas de manuel scolaire. Les profs faisaient, avec ce qu'ils avaient, avec des polycopiés, avec machin et en fait, c'est beaucoup moins là où on était, c'était beaucoup moins, tu as 1 heure de français, tu as 1 heure de maths, tu as 1 heure de bio, enfin voilà. C'est plus à chaque trimestre, tu as un sujet, on va dire, je sais pas moi, la protection de la forêt et autour de ça, on va construire les leçons d'histoire, les leçons de maths, les leçons de français. Et les enfants sont très responsables de leur apprentissage. C'est à eux d'émettre des hypothèses et après de les vérifier. Par exemple, en maths, ça va être ça. Pour apprendre les multiplications, on va essayer de leur faire deviner, mais comment on peut faire pour compter sur de grandes quantités et eux-mêmes, on va les guider pour qu'ils «découvrent» entre guillemets, parce qu'ils découvrent rien, hein, qu'ils découvrent eux-mêmes les multiplications. Donc voilà, c'est un peu caricatural, c'est un peu rapide ce que je te dis, mais il y a une liberté pédagogique qui nous semblait plus grande et surtout une, responsabilité des élèves qui est beaucoup plus grande. Les classes, les premières années sont beaucoup plus petites. Les premières années, quand tu apprends à lire, ils sont que 12 par classe. Donc OK. les 2 premières années, puis après ça monte, petit à petit. Donc tu vois, c'était un ensemble en fait, qui faisait que ce système-là, nous paraissait, plus adapté, nous
plaisait mieux. Ça veut pas dire que ça nous a pas un petit peu remué quand on est arrivés, parce qu'on Oui, est parce que l'air de rien, même si il y a peut-être des choses que vous avez mal vécues vous en tant qu'élève en France, ou toi d'ailleurs ailleurs, mais oui, dans ce système que tu disais d'évaluation, devoir, etc., c'est déroutant quand même que tes oui, enfants vivent quelque chose de complètement de différent. complètement différent. Oui, toi tu peux pas te rattacher Non. à ton expérience, quoi. Non, et puis il y a une grande partie dans l'école où on était encore, pareil, c'est pas dans toutes les mêmes cultures, dans toutes les écoles pareil, mais il y avait une grande présence de la culture maori dans l'école où ils étaient, et c'est ça aussi, c'était déroutant, parce qu'il a fallu s'adapter, rien qu'au langage, parce qu'ils mettent des mots maoris, partout, donc tu reçois le bulletin de ton enfant, il y a un mot sur 3 que tu comprends pas, Ah oui. heu, donc tu es là: «Ça veut dire quoi ça?» Ça veut dire, «Bien joué». Tu es: «Ah d'accord, OK, je ne comprends pas». Mais donc oui, ça a été déroutant. Alors il y a des choses qui nous ont déroutés en bien, c'est-à-dire que, les enfants, ils commencent l'école le jour de leurs 5 ans. Donc les arrivées se font, petit à petit dans la classe. Donc ils sont 12 à la fin de l'année, mais ils peuvent commencer la première année, ils sont que 5, tu vois? Ouais. Il y a pas de manuel d'apprentissage de la lecture, on leur met des livres dans les mains, on fait: «Vas-y lis». Et résultat, ils ont appris à lire très vite, hein. Donc voilà, et puis même si on veut pas d'évaluation, ça reste quand même déroutant de s'habituer en disant: «Oui, c'est ça qu'on voulait, mais quand même, il y a 0 évaluation». Donc voilà, comment ça? Et en fait, les profs, ils ont l'habitude et tu as des réunions avec eux, ils te montrent exactement à quel niveau est ton enfant sur une espèce de frise de temps, de progression, en fait. Ils disent: Mhm. «Voilà, ton enfant, il a 2 ans pour arriver à ce niveau-là, là, il est à peu près au milieu. Bon, bah, ça arrive gentiment, il y a pas de souci». Voilà, ça se sait, c'est les professionnels, hein, les profs, hein, ils savent très bien où sont nos enfants, donc voilà. Donc oui, il y a quand même, certaines choses qui nous ont déroutés. Après, on a été accueillis à l'école tous les trimestres, ils accueillent les nouveaux venus, mais quand je dis ils accueillent les nouveaux venus, ils accueillent les familles. Donc c'est toutes les familles, qui sont nouvelles ces 3 mois-là, vu qu'il y a des rentrées échelonnées, Mhm. qui viennent, qui sont accueillis par les 600 élèves qui font le haka dans la salle d'à côté. Tu es introduit en maori, tu arrives, tu as un mur d'enfants qui hurlent un haka. Alors pas celui des All Blacks, il y a beaucoup de haka différents. Tu rentres, tu pleures instantanément. C'est très enfin moi rien que d'en parler là, j'ai la chair de poule. Et tu es accueilli et il y a après, tu partages un repas ensemble. Il y a les représentants de la communauté locale, de la tribu maori locale. Voilà, il y a vraiment tout un truc et on te fait bien comprendre que c'est pas ton enfant qui va à l'école, c'est ta famille qui va à l'école et qu'on fait tous partie de cette famille. Les écoles ont pas de barrière. Tu peux rentrer dans l'école dans la journée quand tu veux. On a accès à la cour de l'école pendant les vacances, à la fin de l'école. C'est un endroit public. Il y a des parents qui sont dans l'école en permanence, qui viennent dans la journée, qui aident à apprendre à d'autres enfants à lire, à faire des cours particuliers. C'est vraiment, il y a encore, je te dis ça, dans notre école. Je comprends bien, il y a des écoles privées, s'il y a des gens qui nous écoutent en Nouvelle-Zélande, d'une école à l'autre, ça varie. Mais nous, on a eu une chance incroyable de tomber sur cette école qui était pourtant très grande. Tu vois, 600 élèves, ça fait Ouais, beaucoup. ouais, c'est impressionnant, Voilà, 600 c'est élèves, impressionnant, quand tu ouais, arrives pour à un 5 primaire. ans. Salut! Ouais. Alors, il faut savoir que le primaire, il dure beaucoup plus longtemps, il dure 8 ans. Ah oui, OK. Donc voilà, donc c'est pour ça. En fait, tu rentres en secondaire à l'âge en France, comme si tu rentrais en quatrième. Tu es en OK, primaire jusqu'en quatrième, si d'accord. tu veux. Donc voilà. Et ouais, c'est impressionnant, mais quand toi, tu arrives du bout du monde et que tu as pas de famille et que tu as pas d'amis, d'être accueilli à ce point-là et de savoir que oui, tu fais partie de cette communauté-là à partir de maintenant et c'est pas juste pour dire comme ça, c'est dans les faits, au quotidien. C'est hyper touchant, quoi. Donc Mmh. ouais, c'est une culture qui nous a bien plu. Donc on s'attendait à ce que ce soit bien, mais franchement, moi, ça a été encore mieux que ce que je pensais. Et Vraiment. donc ça, c'est le système public dans lequel, Oui, vous étiez. oui, Et du coup, il y avait des cours de français quand même ou pas? Où ils ont aucun. été aucun? Non, aucun cours de Anglais et maori, français. quoi. Anglais, puis il y a des voilà, donc anglais et alors on avait décidé au début, parce qu'on était à Wellington, donc à Wellington, il y a une alliance française. Donc on s'était dit quand ils sont arrivés, tu vois, à peine 2, 4 et 6 ans, c'est dit: «Mince, ils vont plus pouvoir parler en français avec d'autres gens que nous, ce serait bien» et puis c'est surtout qu'ils avaient personne avec qui jouer au début, parce Ouais. qu'ils parlaient pas anglais. Donc on s'était dit: «On va les inscrire à l'alliance française, aux cours pour enfants là, pour qu'ils rencontrent du monde» et en fait, on a fait à peine 3 mois, un trimestre parce que, bah, là, on a un peu déchanté dans le sens où, ils te mettent les enfants par niveau de
classe, comme s'ils étaient en classe en France. Et ils suivent plus ou moins le programme. Donc moi, mon fils, il avait des devoirs en français d'un coup. Je fais, ah ben non, c'était pas le but. Et il était assis, il y a quelqu'un au tableau qui lui expliquait, et après il devait faire des exercices. Et je fais, mais non, il fait déjà pas ça à l'école en Nouvelle-Zélande, c'est pas pour le faire ici. Et en fait, on était à peu près les seuls qui avaient des enfants dont les deux parents étaient français et qui avaient grandi en France. Donc la qualité de leur français était bien au-delà des autres. La plupart des enfants venaient de couples bilingues, mais le parent francophone parlait même pas forcément français à l'enfant. Ouais. Ou alors il comprenait, mais l'enfant ne répondait pas en anglais. Donc en plus, avec les autres enfants, les enfants ne parlaient pas français entre eux. Donc Ouais. on s'était dit, en fait, ça a très très peu d'intérêt, donc on a arrêté. Donc Ouais, non, ouais, ils ont ouais. pas. Puis en plus, tu retrouvais le système, Et oui, c'est ça le qu'on système avait scolaire fui. français, la philosophie Voilà, bien française, c'est ça, que oui, voilà, qui vous qu'on voulait avait, pas. voilà. Alors les petits, ils étaient contents parce qu'ils étaient en niveau maternelle, donc ils faisaient que des trucs de maternelle. Donc ça, moi j'ai adoré la maternelle en France. Et nos enfants, enfin mon grand qui l'a fait aussi. Mais voilà quoi, donc eux, ils étaient contents, mais mon grand, là, il revenait à chaque fois, il me dit: «Maman, fais des exercices!» Donc oui, c'était chiant. Donc voilà, on a coupé court et du coup, effectivement, oui, ils n'ont pas du tout été éduqués en français en termes de lecture-écriture. Alors, on leur lisait énormément de livres, nous, enfin de BD surtout en français, mais ils les lisaient jamais d'elles-mêmes. Après, ils lisaient que des BD, que des livres qu'on prenait à la bibliothèque. Ça a toujours été Ok. dur pour eux de lire le français, Ouais. même si c'était la langue parlée à la maison. Ouais, ouais. Mais on a un épisode comme ça avec Coralie qui élève ses deux filles dans un environnement complètement multilingue. Il y a 4 langues à la maison, Ouais. donc c'est un joyeux bazar. Mais elle expliquait que c'est un effort d'assurer le niveau d'écriture et de lecture dans plusieurs langues, parce qu'il y a la Totalement. langue qu'on va parler à la maison juste comme ça à l'oral, il y a la langue qu'on va apprendre à l'école. Bon, eux, ils ont d'autres langues parce que ils ont chacun deux langues, ils vivent dans un troisième pays, etc. Mais du coup, ouais, elle expliquait ça, que c'était vraiment un effort Oui. Et nous, c'est d'avoir un un effort niveau qu'on quand même a. académique quelque C'est part. un effort qu'on n'a pas fait. Clairement, on avait lâché, on leur lisait, donc on se disait déjà c'est un bon effort de leur lire en français. Mm. L'effort, par contre, qui était très conscient, c'était de continuer à maintenir la langue française dans la maison. Et Ouais. encore, on a de la chance parce qu'il n'y a pas de langue, le français n'était pas la langue minoritaire chez nous. C'est-à-dire que mon mari n'était pas anglophone, il est français. Donc, et même nous qui parlions que français à la maison, ça a été vraiment un challenge, mais crescendo d'année en année, pour que les enfants parlent français à la maison et parlent français entre eux. J'ai Ouais. passé 7 ans à faire français quand je les entendais parler anglais entre eux. Et j'aurais pu lâcher, leur dire c'est pas grave, c'est entre eux. Mais non, 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 moi, à la base, je suis prof de français langue étrangère. Donc c'est important Ok. pour moi, la langue. Et non, et là-dessus, je les lâchais pas. Hein. C'était français. Et j'ai juste lâché les 6 derniers mois parce qu'on savait qu'on revenait en pays francophone. Et Ouais. ils avaient exprimé des peurs par rapport à la perte de l'anglais, en se disant mais si on parle plus anglais, est-ce qu'on va le perdre? Et du coup, les 6 derniers mois, j'ai complètement lâché. Je leur avais dit, ça faisait un petit peu de la partie de la carotte pour rentrer en Europe. Je leur disais, mais vous savez, à la maison, on pourra parler anglais si vous voulez. Et à partir du moment où j'ai dit ça, ils se parlaient quasiment déjà qu'anglais. Je sais très bien que moi, quand j'étais pas là, Mm. dernièrement, ils se parlaient anglais, hein, les trois, faut pas rêver. Et là, je les ai laissés. Là, j'ai rien dit. Effectivement, tu vois, en 6 mois, ils se parlaient quasiment plus du tout français entre eux. Hein. C'était Ah ouais, fini. ouais, ouais. Ouais, Mais du et coup, là, là même maintenant encore en maintenant. Suisse, ça s'est inversé du coup. C'est le français à Alors, l'extérieur et l'anglais dans la exactement, famille. oui. Alors, c'était quasi exclusivement de l'anglais entre eux et de l'anglais avec moi. Jamais avec mon mari. Ils n'ont jamais parlé anglais avec mon mari. Lui, il a toujours refusé de parler anglais avec les enfants. Voilà, parce qu'à la fin de la journée, lui, l'anglais, il en avait déjà plein la tête. C'était pas pour en reparler à la maison. Ouais, mais du coup, Donc oui, c'est voilà. différent de toi qui avais Oui, déjà été immergé dans une culture oui, britannique anglophone oui. par rapport à lui, quoi. Oui, exactement. Et moi, j'ai un vrai plaisir à parler anglais parce que j'ai un niveau qui me permet de parler sur tous les registres de langue. Enfin voilà, je suis totalement bilingue depuis 20 ans. Donc, Ouais. oui, donc c'est plus simple. 20 ans, plus de 20 ans. Et bref, et du coup, quand ils sont arrivés, c'était quasiment que l'anglais. Et là, maintenant, c'est un bon joyeux mélange des deux.
avec... Alors, quand on est à l'extérieur, bizarrement, non, mon numéro 2 ne me parle que anglais, parce qu'il ne veut pas que les gens comprennent ce qu'on dit. Très rire, très cachotis là-dessus. Mais par contre, alors ils se parlent uniquement anglais entre eux. En fait, c'est par thème. C'est-à-dire que quand ils jouent à des jeux vidéo, genre Minecraft, ils connaissent pas le vocabulaire en français. Ouais. Quand ils jouent à Minecraft, c'est de l'anglais. Quand ils jouent à Zelda, c'est de l'anglais. Quand ils jouent à Donjons et Dragons, pour les geeks qui connaissent, c'est des jeux de rôle. Voilà, ils ont tous les manuels, tous les trucs, ils ne savent pas y jouer en français. Mais quand je dis savent pas, ils ont l'air teubés quand ils parlent de Donjons et Dragons. Je leur montre toutes les 2 secondes, c'est ridicule. Donc Donjons et Dragons, ça prend pas mal de place dans la vie. Les cartes Magic, pareil. Donc en fait, c'est en fonction des activités. Quand ils parlent de leur manga, vu que leur manga, ils les lisent quand ils peuvent, mais surtout, ils regardent en anglais, donc ils n'en parlent pas en français, tu vois. Donc en fait, ça va dépendre de la nature de l'activité. Ok. Et quand il y a des grosses émotions, ça sort en anglais maintenant, ce qui est rigolo, parce que c'était le contraire en Nouvelle-Zélande. Quand il y avait des grosses émotions, c'était le français qui ressortait au tout début. Et maintenant, quand il y a un truc qui vraiment les a fait suer, et que c'est dur, et que tout ça, c'est en anglais, ils switchent tout de suite. Et moi, je me rends compte que je les engueule en anglais. Donc, j'arrête. Quand j'ai un reproche à leur faire, c'est l'anglais qui sort. Je veux dire non. Donc, moi, Non, je mais c'est leur drôle, parle mais du encore coup, pas ouais, mal vous anglais. êtes devenue une famille complètement Oui. bilingue, quoi, alors Ouais. que vous étiez 100% français à la Ah oui, base, oui, et voilà, totalement. c'est un joyeux mélange, quoi. Exactement. Donc, non, ça reste. Et puis, ils parlent beaucoup sur WhatsApp avec leurs copains, toujours qui sont en Nouvelle-Zélande, quand le décalage horaire le permet. Ouais. Et voilà, donc ils pratiquent encore avec des natifs très régulièrement. Bon. Si je reviens un petit peu du coup au départ vers la Nouvelle-Zélande, tu nous as dit que tu étais partie 3 semaines pour toute seule pour trouver du boulot. Parce qu'en fait, vous avez décidé de partir au bout du monde, mais j'allais dire en freestyle, c'est pas ça, mais en toute autonomie, quoi. Il n'y avait pas un job, vous n'avez pas cherché à vous faire expatrier ni l'un ni l'autre. Non. Donc toi, tu étais prof du coup à Alors ce non, moment-là. j'étais plus du tout prof, ça c'était un vieux truc. Alors déjà, c'est bien que tu reparles d'expatriation, on en avait parlé quand on avait Oui. préparé l'épisode. Moi, je me considère pas du tout comme une expatriée, je n'ai pas le statut d'expatriée. Ce n'est ni mon travail, ni celui de mon mari qui nous a amenés ici, on est des immigrés. Donc ça, pour moi, c'est une immigration qu'on a fait, c'est pas une expatriation. Pour moi, une expatriation, ça a vocation à retourner au pays, on n'a pas vocation à retourner en France. Donc voilà, on est des immigrés. Oui, en fait, et c'était c'est cette question, je crois que a été ma question détestée, ça l'est toujours aujourd'hui. La fameuse question quand on rencontrait des gens, et vous êtes là à cause du travail de ton mari? J'avais envie de taper les gens. Ah ouais. Le travail de mon mari, t'imagines bien? Et je répondais toujours ben non, c'est moi qui ai trouvé du travail, c'est sur mon visa qu'on est. Et voilà. Ah bon? Une femme peut faire ça? Tu sais, c'est un peu ça. Et on me le redemande toujours aujourd'hui. Mais c'est ton entreprise qui t'a poussé, bien sûr. Ou non, en fait, je suis mon mari. C'est une promotion de mon mari et je le suis. Quand on me rencontre, même encore maintenant, avant de me demander ce que je fais moi, quand les gens savent que je viens de l'étranger, on me demande ce que fait mon mari. Okay. Et je sais que la question derrière, c'est pour savoir, ici, c'est pour savoir s'il travaille dans la pharmaceutique ou dans la joaillerie, parce que ce serait la raison qu'on soit là. Et en Nouvelle-Zélande, c'était pareil. On s'attendait à ce qu'il travaille dans la finance ou dans l'informatique, quoi. Donc, bref, petite parenthèse refermée. Ce n'est pas grâce à mon mari qu'on était là-bas, mais grâce à moi. Et crois-moi, ça a été du travail. Non, moi, à l'époque, j'avais une agence de jeunes filles au pair avec une amie. Ça faisait quelques années qu'on avait ça. Donc, rien à voir. Et puis, j'ai réussi à trouver une agence de placement de nourrice à domicile, donc un peu comme on faisait avec les au-pairs, qui avait une branche à Londres, une branche à Auckland, la capitale économique, mais qui n'avait pas encore de branche à Wellington. Donc moi, j'ai débarqué, je les ai rencontrés. C'était une agence partenaire de mon agence au-pair. Et je suis allée les voir en disant « vous n'avez pas d'agence à Wellington ? Je vais l'ouvrir !» Voilà, tout se fait de manière assez simple en Nouvelle-Zélande. Voilà. J'avais pas été invitée comme je te racontais, j'ai pas été invitée à des entretiens d'embauche. Quand j'ai contacté les entreprises pour savoir si elles recherchaient, elles ont dit peut-être quand tu seras dans le coin, passe prendre un café, on en parlera. Écoute, j'arrive. Mais c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit mais mince Seb, pas de me dire qu'il faut que je vienne prendre un café pour en parler. Il va falloir que j'aille prendre du café là-bas, quoi. Donc ouais, j'ai eu un moment de panique dans l'avion quand j'ai laissé mes 3 petits bouts de chou et mon mari
et à me dire: «Mince Hélène, tu vas là-bas, tu as 3 cafés à prendre, quoi. C'est quoi ton problème?» Et j'ai pris mes en plus, je ne bois pas de café, hein, faut le savoir, je déteste bref. Et donc j'y suis allée, j'ai pris mes 3 cafés, puis j'ai eu de la chance d'avoir 2 offres sur les 3 et puis voilà, j'en ai sélectionné une et 2 mois après, ça s'est passé très, très vite, 2 mois après, on était arrivés, ouais, donc on a dû faire le déménagement, on n'était pas du tout minimaliste à l'époque, donc voilà, moi ça a failli me tuer ce déménagement. Faire tout ça, faire les visas, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer quand on émigre quelque part. Ouais. Donc, bon, c'est allé hyper vite. Et Incroyable, cette histoire. T'as et 3 contacts, tu vas faut, aller voir, pif, c'est paf, ça pouf, 2 offres et il y a plus et qu'à puis ça choisir, quoi. C'est s'est magnifique. oui, je suis quelqu'un de très optimiste dans la vie, je me dis toujours que j'ai une bonne étoile quelque part, donc j'y crois, j'y vais. De toute façon, si j c'est comme ça que ça allait marcher et j'ai bien fait parce que, tu vois, après j'ai travaillé dans le monde du recrutement en Nouvelle-Zélande et c'est comme ça qu'ils recrutent. La première phase du recrutement, c'est pas se prendre un café. Ouais. Donc en fait, il fallait que j'aille prendre ce purée de café, sinon j'aurais pas trouvé de travail, tout simplement. Ouais. Et du coup, t'as pu faire facilement le visa sur base de cette offre d'emploi ou enfin ouais, t'as signé Oui, un alors contrat directement et puis on est passé par un agent d'immigration. Alors ça coûte cher, hein, un agent d'immigration, mais je pense que ça a été une des meilleures décisions financières qu'on ait eues. On n'aurait pas réussi à tout faire en 2 mois, c'est pas possible. ouais, À l'époque, l'immigration en Nouvelle-Zélande était beaucoup plus facile que maintenant. Même que 3 ans après qu'on arrive, ils ont un petit peu serré les boulons. Et le système de points, il faut un nombre de points pour avoir un visa et il était assez favorable en fait. Donc heu, voilà, genre le fait que j'ai une offre d'emploi, c'était la moitié des points. Le fait que ce soit pas Auckland, parce qu'à l'époque, ils voulaient développer ailleurs qu'à Auckland, c'était énormément de points. Si j'avais un master, c'était beaucoup de points. Si je parlais déjà anglais, c'en était d'autres et ils les ont diminués tous ces points-là et à l'époque, en plus, mon mari pouvait être sur mes points parce que de lui-même, il aurait pas eu assez de points. Alors mmh, que maintenant, il faut que les 2 personnes aient autant de ouais. points. Voilà, ça aurait été compliqué. Mais voilà et heureusement qu'on a pris cet agent d'immigration parce qu'en plus, même pour avoir le travail, ça a tout simplifié. Parce que je suis venue voir, j'ai pris mes fameux 3 cafés et en leur disant: «Si vous êtes, intéressés, j'ai un agent d'immigration, vous n'avez rien à faire. Il vous enverra les papiers avec des petits post-it pour dire: "Signez ici"» et les démarches à faire, hein et ça, Ouais, parce que ça c'est vrai que ça peut refroidir un petit peu aussi certains mmh, employeurs parce que des pays mmh, comme ça où c'est tellement ouais, difficile d'embaucher oui. des étrangers, du coup, C'est si le ouais, boulot leur est mâché, c'est un exactement et ça de nouveau, c'est des enfin, points. voilà et tu vois, il fallait qu'on arrive dans 2 mois, donc il fallait que notre, dossier soit vraiment expédié, à Londres et qu'il soit vu le plus vite possible. Il a été vu en moins de 3 jours. J'ai Ouais. envoyé le dossier complet. 3 jours après, on nous a renvoyé les passeports tamponnés et pourquoi? Parce qu'on est passé par une agence d'immigration, donc ils classent tout dans l'ordre. Tout était il manquait rien, donc effectivement, l'agent d'immigration qui a eu le dossier, au consulat, néo-zélandais, à Londres, parce que c'est là que les demandes européennes doivent se centraliser, enfin à l'époque en tout cas. Bah, c'était simple, c'était un dossier qui allait très, très vite à lire et il manquait rien et tout était nickel. Mmh. Donc jamais on n'aurait pu le faire tout seul. Donc oui, ça coûtait cher de en souvenir, c'était, je crois que c'était 5 000 $ néo-zélandais, donc 2 500 €, tu vois? Ouais. Donc c'est pas neutre. Mais quand Ouais, tu pars à ouais. l'autre bout du monde et que de toute façon tu vas payer 5 000 € de billets d'avion, j'ai envie de te dire, Mais d'ailleurs, c'était une question que je voulais te poser parce qu'on en a parlé un petit peu quand on a préparé. Tu nous avais dit, ouais, par exemple, je sais dire combien ça coûte une expatriation. Oui. Une expatriation en Nouvelle-Zélande, du coup, il y a quoi comme, qu'est-ce qu'il faut imaginer comme frais? Alors, je sais combien ça coûte quand on l'a fait dans nos conditions, Ouais, c'est-à-dire bien qu'on a eu sûr. la mauvaise idée de prendre un container de 40 pieds avec nous. Donc ça a été cher. On va dire qu'en euros, ça devait nous coûter 5 000 €. Ouais, Voilà. Les billets d'avion, en gros, c'est 5 000 pour une famille de 5 pour aller à l'autre bout du monde. ouais. À peu près pareil, du coup, pour l'agence d'immigration. C'était ça. Les visas, ça a dû nous coûter bien c'était plusieurs milliers aussi de dollars néo-zélandais. Ça coûte très cher l'immigration. Ah ouais, c'est très, très cher Mais c'est là, très cher, mais du dans coup, tous les les pays. Il visas. faut pas croire que les gens rentrent dans un pays comme ça me fait rire quand j'entends les discours de: «Ouais, tout le monde peut rentrer». Non, 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 c'est compliqué d'immigrer, croyez-moi. Quels que soient les pays, ils laissent pas les gens rentrer comme ça. Et ça coûte très cher. Et puis après, il y a se remeubler de l'autre côté. Il y a acheter une voiture
Et il y a les frais de scolarité, les frais d'inscription de plein de choses. Et puis, il y a le temps de se faire à la vie locale, ce qui fait qu'en fait, on dépense beaucoup plus. Nous, nos dépenses de courses, les 3 premiers mois étaient débiles par rapport à ce que c'était à la fin. Parce qu'on s'est fait à la nourriture qui était aux produits, tout simplement, en fait. Tu vois, on voulait faire exactement la même chose qu'en France. Du coup, garder les mêmes habitudes. Donc, le temps aussi de changer tes habitudes et tout ça. En gros, tous les coups que je te donne, t'arrêtes de saigner un petit peu au bout de 2 ans, on va dire. Et je te dis ça sur notre expérience et sur celle d'autres immigrés que j'ai rencontrés. Pour une famille de 5, ça nous a coûté à peu près 40 000 € sur 2 ans. C'est ce qu'on a dû dépenser. Donc, on n'avait plus d'économie, t'imagines bien. C'était Ouais, non, c'est vraiment énorme, mais on n'imagine pas trop, en fait. Non. Après, c'est aussi du fait que c'est à l'autre bout du monde, etc. Si tu changes de pays en Europe, c'est pas la même chose. c'est pas du tout la même chose, mais c'est intéressant d'avoir cet ordre de grandeur. Puis c'était l'âge des enfants. On en avait 2 qui allaient à la crèche parce que l'école commence qu'à 5 ans. Et la crèche en Nouvelle-Zélande, c'est 1 bras et demi. C'est-à-dire qu'on travaillait tous les 2, mais on devait piocher dans les économies pour couvrir les frais de garde. D'accord ? Donc voilà. Donc quand je te dis 40 000, c'est sur le long terme aussi. Le déménagement en lui-même, tout ça, c'est 20 000 balles. Ça faut pas. Et encore, tu vois, parce qu'on avait acheté 2 voitures. Enfin, il y a plein de trucs qu'on a fait. On était un peu bêtes. Mais bon, on s'est adapté après et on a changé et ça nous a coûté beaucoup moins cher d'immigrer en Suisse, alors que c'est un des pays les plus chers du monde, la Suisse, tu vois. Donc, comme quoi, on a appris nos erreurs. Ouais. Et alors, du coup, parmi les erreurs du premier déménagement, tu l'as rapidement évoqué, il y avait ce conteneur de 40 pieds qui était rempli de choses absolument nécessaires et utiles dont vous ne pouviez pas vous passer. Ouais, voilà, c'est ce qu'on pensait. Ce qui, en soi, est complètement débile. Parce que ton container, alors maintenant, ton container, en gros, si tout se passe bien, donc je parle pré-Covid, il met 2 mois à arriver. Il peut mettre 2, 3 mois, ça dépend de la mer, ça dépend s'il y a des trucs coincés en douane, machin. Mais 2 mois. Nous, il a mis 2 mois. Tu peux te passer de ces choses-là pendant 2 mois, du coup. C'est des choses que tu n'as pas pendant 2 mois. Donc, dans l'idée, en plus, on devrait se dire, mais attends, si je suis prêt à attendre 2 mois pour ces trucs-là, c'est que j'en ai pas besoin, clairement. Bref, donc ça, c'est encore autre chose. Et effectivement, il y a des choses il y a quelques cartons qu'on n'avait jamais ouverts quand on est arrivé, quoi. On a déménagé comme tout le monde quand tu fais un déménagement, le grand classique. On a déménagé. Oui. Moi, j'ai des cartons à la maison, c'est les mêmes que j'ai récupérés de ma chambre de chez mes parents, qui sont venus avec nous en Belgique. Peut-être il y en a même que j'avais dans mes affaires d'étudiante, va savoir. Mais en tout cas, c'est venu avec nous en Belgique, c'est revenu ici en France, et puis c'est dans le grenier. Toujours là, voilà. Donc, on avait ce genre de très essentiel, ce qui était bref. Après, il y a des choses qui restent plus ou moins essentielles. Les enfants étaient petits, donc le fait qu'ils aient quand même pas mal de jouets. J'avoue, quand le container est arrivé, c'était Noël. C'était Noël. Et nous, on était contents, on était tellement loin, on était contents aussi de revoir notre décoration, de revoir certains meubles, voilà. Mais en même temps, non seulement ça nous a coûté beaucoup d'énergie à organiser, d'un côté comme de l'autre, le départ comme l'arrivée. On aurait eu meilleur temps vraiment de se débarrasser quasiment de tout. Et c'est le choix qu'on a fait quand on a quitté la Nouvelle-Zélande pour aller en Suisse, pour plein de raisons. Et non, c'était une erreur, le 40 pieds, parce qu'en plus, ça nous a limités. On amenait notre mode de vie français, qu'on a mis dans une boîte, et on voulait le transposer en Nouvelle-Zélande, en fait. Clairement, c'était ça, même si on ne l'avait pas analysé comme ça. Mais au final, c'est ce qui s'est passé. Et ce que je te disais, quand on a préparé l'émission, on avait cette grande table d'un bloc qui était magnifique, cette grande table de salon. J'ai visité des maisons. Il y en a qui me plaisaient dans des bons quartiers, mais je disais, non, on ne peut pas, la table, elle ne rentrera pas. Enfin, comme si une expatriation tout seul, avec 3 petits bouts de chou, c'était pas assez difficile. On s'est encore foutu dans les pattes non, il faut que la table, elle rentre. Enfin,
C'est ridicule. À l'époque, ça me paraissait pas ridicule, hein. C'est avec le recul, mais Ouais, bien sûr. Et puis quand tu le dis là comme ça, bah, ça semble une évidence. Mais c'est vrai que oui, quand tu es le nez dedans, que c'était tes affaires, tu y oui, tiens et ah, voilà, c'est tout. C'est comme ouais, ça. Tu mets ça dans ton container et du coup, bah après, une fois que le container est là, tu sais qu'il va falloir que tu déballes tout ça. Et donc mais oui. Donc voilà. on cherchait une maison pour nos meubles, quoi. Donc on cherchait une maison en Nouvelle-Zélande pour refléter notre mode de vie français. Ouais. Tu t'accroches à ça et quelque part, je crois qu'il y a ça et je peux le comprendre. La preuve, on a quand même ramené des choses de Nouvelle-Zélande pour pas oublier, tu vois? On a quelques Ouais. tableaux là-bas et tout, donc je le comprends. Mais nous, c'était aller enfin, tu peux le faire sans aller à l'extrême et prendre un 40 pieds, quoi. Donc Ouais, c'était un peu trop. oui, c'était un Euh, peu trop, ouais, Et, beaucoup trop. et, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, parce que, attends, il y a un autre truc que je voulais te demander. Quand Vas-y. vous êtes parti en Nouvelle-Zélande, est-ce que dans votre tête, vous étiez mis une durée? Ou alors vous vous êtes dit, on part parce que notre vie, elle n'est plus ici, elle doit être ailleurs et ça sera là-bas. Alors, on s'était mis une durée, oui. Heu, on s'était mis une durée, oui et non. C'est-à-dire qu'on avait ouvert notre esprit à ce que, ça puisse durer plus longtemps, mais on s'était donné une durée minimum. On savait qu'on n'allait pas partir, vu ce que c'était à l'autre bout du monde pour 4-5 ans, ça aurait été ridicule. Hem, Ça met tellement de temps, oui, c'est tellement de travail, Ouais. et puis les enfants seraient tout juste bien, on les arrache, quoi. Donc non. Donc on voulait rester à la base 8 ans. À la face, puis en fait, on n'avait pas assez d'essence dans la voiture, je crois, assez d'énergie pour tenir 8 ans. On a tenu 7, on y était presque. Mais on savait que, on voulait pas que nos enfants se fassent les études supérieures là-bas s'ils en faisaient. Parce qu'il y a pas un système de autant le système primaire, secondaire est très bon, enfin ils sont pas les secondaires, hein, comme je t'ai dit la primaire dure très Ouais. longtemps. Autant, le système, post, école obligatoire est ne nous convenait pas autant. C'est-à-dire que l'université coûte très cher, c'est pas forcément des diplômes qui sont reconnus partout, il faut faire des équivalences quand tu as tes diplômes après en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, et puis on savait qu'on voudrait qu'ils apprennent le français, le lire et l'écrire à un moment. Donc on s'était dit: «Allez, on part 8 ans, le temps de la scolarité de notre grand et puis, enfin de la scolarité primaire Ouais. et puis après on verra». Les premières années, on était tellement bien. La première année avec mon mari, il disait: «Mais je crois qu'on va jamais repartir» et puis après tu apprends à connaître le pays et puis il y a le covid qui est passé par là. On s'est vite rendu compte que les règles, quand tu es un immigré, les règles, elles changent très vite. Donc même si on était résident permanent, on voyait bien que, il y a des résidents permanents qui avaient eu du mal à rentrer en Nouvelle-Zélande quand ils ont fermé les frontières, Ah ouais. qu'on a eu interdiction de revenir en Nouvelle-Zélande pendant des mois et des mois. Si tu étais résident permanent et que tu étais allé en vacances en Inde, tu avais pas le droit de revenir, même s'il y avait ta famille et tes amis et ton travail et ta maison. Donc ça nous a fichu un peu la trouille de se dire: «Ah ouais, en fait, tant que tu as pas le passeport, Ouais, tu Z, restes un étranger, quoi. tu restes un étranger et il y a toujours quand même une certaine forme de précarité, même si on faisait partie des privilégiés, hein. On avait tous les 2 un travail. Moi, j'étais extrêmement bien payée, voilà, on se rend bien compte qu'on faisait partie des privilégiés. Mais même ça, voilà, donc on s'était dit: «Bon, là, c'est le temps de rentrer». Ils sont capables de fermer des frontières là comme ça en 2 minutes. Ça fait du mal à l'économie, tu imagines bien, donc même nos boulots étaient un peu moins, c'était moins confort, on va dire, on savait pas trop Mm. où on allait. Donc voilà, 7 ans, c'était très bien et on n'aurait pas et puis il fallait faire l'hiver à Wellington quand même, il est un peu dur. Donc voilà, cet hiver, c'était bien. J'en avais pas 8. Et alors, comment s'est passé, enfin, comment vous avez choisi la Suisse du coup? Ouais, Parce que là encore, c'est de nouveau une immigration oui, en autonomie. en autonomie. Ouais, Vous décidez donc à vous ouais, 5 de, ou peut-être ouais, à vous 2 ou 3, enfin voilà, ouais, peut-être les plus grands, mais vous décidez de tout réinventer c'est une ça. nouvelle fois et puis c'est reparti de Oui, l'autre bout du ouais. monde du coup dans l'autre sens. C'est ça, et c'est faisable, quoi. Ce que je dis toujours, les gens qui disent: «Ah, vous avez de la ch» non, c'est faisable. On n'a pas de la chance de faire ce qu'on fait, on se donne les moyens de fou, quoi. Ouais. Donc les moyens Et c'est dur, c'est pas et non c'est plus dur facile. parce que voilà, tu sais on savait qu'il fallait qu'on remette au moins 40 000 bahts sur notre compte pour repartir, donc c'est des économies à gogo, pas partir en vacances tout le temps, voilà, faut savoir ce qu'on veut, quoi. Donc ouais, ça se fait pas comme ça, mais ça se fait. Enfin, si on attend que ce soit notre travail
qui nous emmène quelque part, on fait jamais rien de sa vie, quoi. Mmh. Donc, en fait, à la base, on voulait aller au Canada, pour la petite histoire. On voulait aller en Canada francophone parce que ça Ouais. nous permettait de pas rentrer en France, de garder un peu d'anglais et surtout de scolariser les enfants, dans un milieu francophone. Parce qu'il faut savoir qu'il y a pas d'école française, hein, en Nouvelle-Zélande. Il y a des sections françaises, mais dans certaines écoles et puis, de toute façon, moi, aller à l'étranger pour foutre mon enfant dans une école française, je comprends les gens qui le font, je le respecte, mais moi, ça ne me correspond pas du tout. Si tu vas dans le Mmh. pays, tu joues le jeu jusqu'au bout. Donc voilà, bref. Et donc, on voulait aller au Canada et on en parlait, mais depuis longtemps. Avant la Nouvelle-Zélande, le Canada, c'était notre premier choix. Mais vu qu'il y a un système de tirage au sort, on s'était dit, bah non, avec 3 enfants, comment on va faire? Tu sais pas si tu pars, juste avant, au dernier moment. Enfin, moi, j'aime pas les trucs quand c'est pas dans mes mains, tu vois? Ouais. Voilà, je préfère aller prendre un café, à l'autre bout du monde que d'attendre d'être tiré au sort. Chacun sa vision du risque. Donc le Canada, on s'est dit: «Bon, on ira plus tard, quand les enfants seront un peu plus grands, on aura le temps de rentrer dans une loterie s'il faut et puis voilà, ce sera plus simple. Ce sera pas notre première expatriation, voilà, on saura». Et en fait, un jour, on était au parc avec les enfants et il y a mon mari qui a fait: «Je me demande combien ils ont de congés payés au Canada?» Et puis là, on regarde et là, on voit 2 semaines. Ça faisait, mais je jure, hein, quasiment, 10 ans qu'on parlait de cette expatriation à venir au Canada. Fini. On s'est regardés, on fait: «Non» et on n'en a plus jamais parlé. C'était bâché. Ah Donc on ouais. s'est mais En vraiment, Nouvelle-Zélande, c'est combien les congés payés? 4 semaines. Ouais. Bon, Voilà. c'est peu aussi, Oui, c'est peu, mais 4 mais c'est semaines, le ça va. double du Canada. Mais c'est le double et les 4 semaines, j'avais déjà des fois du mal à les poser, donc bon, bref. Mais 4 semaines, non, faut pas. Oui, mais c'est et puis en plus, c'est 4 semaines en Nouvelle-Zélande, mais la famille passe d'abord. Moi, pendant la journée, mon patron, s'il savait que j'avais un enfant qui avait un match de basket avec l'école à midi, il me regardait: «Mais qu'est-ce que tu fous là?» Il me donnait les clés de la voiture de fonction et j'allais voir mon enfant jouer au basket au milieu des Mmh. gens. Enfin, c'est ridicule. Quand tu l'entends, tu fais: «Mais ce pays, c'est le pays des bisounours, quoi». Donc j'ai 4 semaines, mais le travail, je le finis un peu plus tôt et s'il y a le moins de soucis, voilà, c'est tourné vers la famille, donc Oui, 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 oui. ça va. Alors que là, je savais que c'était pas la même culture. Donc fini, exit, comme ça, on n'en a plus parlé du tout. Et on a regardé, on s'est dit: «Bon, pays francophone, du coup», parce qu'on veut que les enfants, apprennent à parler, à lire et puis à le parler mieux, quoi, puis à le lire et l'écrire. Donc ça nous laissait la France, qu'on voulait toujours pas, la Belgique ou la Suisse. Voilà, on aurait pu aller en pays africain, mais on n'avait pas envie. Et donc la Belgique, quand tu as vécu en c'est pas toi que je vais l'apprendre, mais quand tu as vécu dans les montagnes néo-zélandaises, arriver en Belgique, je pense que j'aurais fait une dépression parce que moi même en rentrant en Bretagne, je trouvais ça plat, tu vois? Et moi j'ai besoin de Alors, pur c'est une petite erreur parce ah, vas-y, que tu dis-moi. peux très bien aller dans les Ardennes belges Ah! et Eh c'est magnifique. C'est bah, tu magnifique, vois, c'est vallonné à supplémentaire. souhait. Et donc, si tu veux entretenir tes mollets sur un vélo, il n'y a Eh pas de bah, je peux y souci. aller. Eh Tu bah, peux très y bien. aller. Et c'est vraiment très, très beau parce que c'est vrai que vu de la France, bon, en plus, vu de l'ouest de la France, Oui, bah, d'où oui. on vient toutes les deux, les Ardennes, ça fait pas rêver. Non, non, non. Et ben, franchement, pour avoir vécu en Belgique, les Ardennes belges, mais c'est ravissant. Le long de la Meuse, t'as des falaises de pierres, je me souviens plus ce que c'est comme pierre, mais des forêts. Franchement, c'est très très joli. Eh ben écoute, si j'avais su, on aurait peut-être fini dans les Ardennes Voilà. belges. Et en fait, mon mari, lui, la Suisse, ça l'a toujours intéressé parce que quand il faisait du ski un peu dans le coin quand il était petit. Et donc lui, la Suisse, il m'en avait parlé déjà, avant qu'on y en aille en Nouvelle-Zélande aussi. Et j'avais dit: «Non, on commence par, pays francophone anglophone, ils vont apprendre l'anglais et puis après, s'il faut». Donc là, quand le Canada est parti, il fait: «Bah, la Suisse, quoi, du coup». Et puis en plus, point de vue paysage, on n'est pas hyper dépaysés par rapport à la Nouvelle-Zélande, tu vois? Mhm. J'ai vu sur le lac et sur les Alpes, c on n'est pas Ça dépaysés. ressemble. Ouais, Ouais. ça ressemble vachement, hein, Mm. donc voilà, donc on s'est dit la Suisse, pareil, on a regardé le système scolaire et ça nous plaisait bien. Alors on s'est mis, loin de la frontière nous, parce que plus tu es près du côté français, plus le système scolaire, se ressemble au système français. Nous, on est un des rares, villages francophones dans notre canton. On est le dernier petit village contre l'envahisseur, D'accord. germanophone. Juste à côté de moi, ça parle allemand et voilà, donc on est plus sur un système qui ressemble peut-être au système suisse-allemand et voilà, c'est plus formel que la Nouvelle-Zélande, mais il y a quand même une manière d'enseigner et de voilà, d'évaluer, alors il y a pas mal d'évaluations, hein, mais c'est quand même pas pour moi, c'est un peu un Un entre les 2. entre-deux. Ouais. Voilà, c'est quand même plus formel qu'en Nouvelle-Zélande et tant mieux parce que bon, au bout d'un moment
tous les ans, ils apprenaient l'histoire de la colonisation néo-zélandaise. Je veux dire, c'est à peine 150 ans d'histoire. Les enfants, ils n'en pouvaient plus, quoi. La troisième année, il fait, c'est bon, on a compris. Voilà. Après, tu fais les mythes maoris, c'est bien, mais quand tu les fais tous les ans, enfin, voilà, tu fais vite le tour. Donc, voilà, il y a des choses qui étaient quand même un petit peu moins poussées que ici, où ils apprennent vraiment énormément, énormément de choses. Donc, du coup, c'était la Suisse. Donc, on a fait le contraire. Cette fois-ci, j'avais dit à mon mari, moi, j'ai fait le boulot en Nouvelle-Zélande. Donc, toi, ça va être ton tour maintenant. T'as pas la vachette. Donc, lui, il est charpentier. Quand on arrive en Nouvelle-Zélande, il a fait cette fameuse reconversion. Donc, il a trouvé un apprentissage à 34 ans. Il a fait un apprentissage charpentier. Et il a eu son diplôme là-bas. Et voilà, et on savait que c'était pas un problème de trouver du travail en tant que charpentier. Effectivement, ça n'a pas du tout été un problème. Ouais. Donc, il avait déjà une semaine d'essai qui était prévue. Il est venu boire un café sur le Non, chantier lui, et il a passé un coup de téléphone. Il a passé un coup de téléphone. En fait, c'est grâce à Facebook qu'on est là où on est aujourd'hui. Parce que nous, on voulait être à Lausanne et on n'est pas du tout à Lausanne. On n'est pas du tout là-bas. Et en fait, c'est grâce à un groupe de parents francophones expatriés qu'on est dans notre petit village de 3000 habitants, 1900 habitants, parce que j'ai lancé un message un jour en disant on est des Français de Nouvelle-Zélande qui vont s'expatrier en Suisse. Tout notre entourage n'arrête pas de nous dire que c'est une mauvaise idée, que la Suisse c'est nul, ça coûte cher et les gens sont horribles. En gros, hein, vraiment, c'était un peu ce qu'on avait. Et moi, je ne croyais pas à ce qu'on me disait. Mais voilà, et j'ai un peu peur. Mes enfants, je les arrache d'une vie très confortable. Ils sont bien, ils ont des copains. Enfin, tout allait bien. On n'a rien fui. À part l'hiver de Wellington. Mais au pire, on aurait déménagé, on serait allé plus au nord. Et du coup, il y a une maman qui m'a répondu et j'ai parlé avec elle. Et elle m'a dit, écoute, moi maintenant j'habite en Italie, mais avant j'habitais en Suisse, dans le coin là où on est maintenant. Et qui a dit, non, c'est pas Lausanne que tu veux être, c'est Neuchâtel, donc tu vas pas à Lausanne. Donc j'ai raccroché, j'ai dit à mon mari, chérie, j'ai parlé à la dame, elle a dit qu'il fallait qu'on aille à Neuchâtel. Je sais pas ce que c'est, mais on va à Neuchâtel. Donc on a arrêté Lausanne. On s'est dit, on va chercher sur Neuchâtel. Et en fait, elle avait des contacts dans le coin. Elle m'a dit, écoute, j'ai une copine qui est dans le coin. Vas-y, contacte-la. Et cette copine-là, elle connaît tout le monde sur le plateau et dans le village. Et elle a mis Seb, mon mari, en contact avec l'agence de charpente du coin, la boîte de charpente. Et il a eu un coup de téléphone en Nouvelle-Zélande 1 mois avant de partir. Et c'était quand tu viens ici, fais ta semaine d'essai, on verra. Et on a fini dans ce petit village. Donc, ouais, on se laisse porter. Moi, j'aime bien, il y a un côté, je suis très, très, très organisée. Mais il y a quand même un côté, il faut se laisser porter, quoi. Quand tu mets un message, on veut aller là, qu'il y a une dame qui dit non, tu veux pas aller à Lausanne, c'est à Neuchâtel. Il faut faire. Moi, je fais confiance aux gens, même si je la connais pas. Mais je me dis, elle a aucun intérêt de me le dire. Et heureusement qu'on l'a écoutée, qu'est-ce qu'on est bien là où on est. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus dur, même financièrement, si on était allé sur Lausanne. Donc, ouais, mais d'un côté, vous vous laissez porter, mais bon, vous forcez un peu le destin aussi, quoi. Oui, voilà, vous restez ouvert aux opportunités, mais bon. Ouais, et je pense que c'est la recette de nos migrations réussies. C'est exactement ça, c'est forcer le destin, donc sauter dans un avion alors que tu as juste 3 cafés à aller prendre. Mais en même temps, voilà, j'ai ces 3 cafés, mais c'est avec des gens que j'avais ciblés quand même. Et puis j'en ai profité pour contacter d'autres entreprises aussi. Voilà, mais mon voyage, il a été très structuré après. Mais à la base, oui, c'était juste pour prendre 3 cafés. Donc voilà, et là, c'était un petit peu pareil. Donc si je veux aller en Suisse, on pense Lausanne, mais au final, on était aussi ouverts. Donc voilà, c'est un bon mix des deux. Et en tout cas, pour nous, ça fonctionne. Ouais. Et pour vos enfants, comment ça s'est passé alors? Parce que l'autre fois, tu m'avais dit, pour nous, c'était un retour du coup en Europe. La Suisse, c'est une culture quand même plus proche de la culture française, de ce que vous connaissez que par rapport à la Nouvelle-Zélande. Mais tes enfants, eux, ils n'étaient pas vraiment français en fait. Non, exactement. Dans leur culture, je veux dire. Oui. Alors, ils se sont toujours sentis très français, j'avoue. J'ai un mari qui regarde beaucoup de sport, donc ça aide. Même si on n'a pas vu beaucoup en 7 ans, parce qu'avec le décalage horaire, tu imagines bien que c'est un peu compliqué. À l'autre bout de la planète. Mais oui, pour nous, on vivait ça comme un retour vers l'Europe, de se rapprocher de notre famille, de nos amis, de pouvoir être dans cette culture-là. Tu vois, on a retrouvé vachement plus de... Enfin, moi, j'adore les Suisses. Je suis fan de Suisse. Les gens qui nous ont dit les Suisses, ils sont horribles, clairement, ils n'ont jamais parlé à un Suisse. Mais moi, j'avais jamais entendu ça, que les Suisses étaient horribles. Ils sont arrogants, ils sont machins. Mais ah bon?
Mais plus arrogants que oui, des Français, mais c'est mais mais qui on est qui ose d'accord dire quand ça? même. Oui, bah, des Français qui disent ça, tu les regardes, tu les balèques devant ta porte, quoi. Bref. Ouais. Et en fait, non, c'est des gens très conviviaux, très enfin voilà, puis après nous on joue le jeu, on n'est pas frontaliers, on est dans les Ouais. assos locales, enfin voilà, on joue le jeu aussi quoi, faut bref, ça c'est encore un autre sujet, il y a tellement de sujets à aborder. Ouais. Et oui et donc pour eux, bah, à la base pour eux c'était une aventure, ils étaient contents parce que tu imagines bien qu'en Nouvelle-Zélande on n'est pas rentrés en France tous les ans, hein. Mmh. Voilà, mes 2 grands sont rentrés qu'une fois, la première année, puis après ils ont eu 6 ans sans y mettre les pieds. Ah oui. Oui, ouais, donc voilà et mon mari, moi, j'avais pris mon petit dernier, j'étais venue en 2019, juste avant le covid, vite fait pour faire un bisou à ma sœur qui me manquait, donc voilà, j'ai pris un avion pour faire un bisou à ma sœur pendant 10 jours et avec le petit dernier qui se souvenait pas du tout de la France, donc voilà et Évidemment. évidemment et donc voilà, donc en fait, ouais, c'est mon deuxième qui a pété un câble. Ils étaient très contents de venir parce qu'ils allaient revoir les grands-parents, les cousines, tout ça et puis ils adorent l'Europe parce que s'il y a quand même une autre, enfin voilà, c'est autre chose et ils étaient très contents, surtout qu'on est arrivés pendant les vacances scolaires. Eux, c'était leur deuxième grande vacances scolaires en 6 mois, vu qu'on changeait d'hémisphère, donc ça, c'était à la cool, quoi. C'était une Heu, bonne année. ah, c'était une bonne année pour eux, tu m'étonnes. En 6 mois, ils ont eu 3 mois d'école, ils étaient tranquilles, hein. Même pas, en plus de 6 mois que 3 mois d'école, juste ouais, non, 8 mois, ils ont eu 3 mois d'école, donc ils étaient contents et en fait, quand l'école a repris, au bout de 2 semaines, une fois que la nouveauté, c'est un peu, voilà, numéro 2, il a pété un câble et il nous a dit, «Je veux rentrer à la maison, c'est nul». Je fais: «Mais on est revenus à la maison» et c'est là, il m'a dit, il fait: «Mais maman, tu comprends pas, la maison, c'était la Nouvelle-Zélande». Il fait: «Arrête de dire qu'on est rentrés». Mais vraiment, il s'est énervé contre moi, quoi et je me le suis pris en pleine face. J'ai rien dit et j'ai fait: «Oh, mon Dieu, il a raison, c'est pas du tout un retour, mais pas Mmh. du tout un retour». C'est ça et je m'en doutais, hein, moi-même, je suis rentrée, d'Afrique quand j'étais petite, donc je me souviens du choc du retour, mais ouais, ça a été très, très dur, ça a été très, très dur. Alors bizarrement, pas du tout pour le plus grand qui avait, 13 ans à l'époque. On se dit toujours: «Ouais, les ados». Non, alors lui, voilà, c'est une question de tempérament, je pense. Oui, Lui, oui, ça joue voilà, forcément, tu le mets beaucoup, n'importe hein. où, il se fait des copains, il est content. Il nous a dit, il fait: «Si vous pensez que c'est la bonne décision d'aller en Suisse, moi je vous suis, c'est la bonne décision. Je peux pas tout comprendre vos décisions, donc je vous suis». Genre, c'est mignon, c'est Ouais, gentil. c'est C'est un peu mature. génial. Ah ouais, je trouve que c'est génial. Tu bon: «Maman, j'ai 13 ans, hein, c'est pas moi qui vais choisir, hein, clairement». Ouais, OK. Ça faisait quand même 2 ans qu'on leur en parlait, hein. On a préparé ce retour, hein, c'est pas fait Oui, du oui, jour oui, au bien lendemain. sûr, mais quand même, il aurait pu dire au contraire, tu vois? «Non, Mais mais oui, j'ai 13 ans, peut-être je peux donner mon ouais. avis», tu vois? Il aurait pu dire ça Exactement. aussi. Ouais, ouais et puis on a beaucoup préparé. Il a fait toute sa période de deuil avant, alors que les 2 autres ont été dans l'excitation d'un truc nouveau et étaient contents de partir. Alors que Ouais. mon autre fils était très triste de partir et une fois qu'il est arrivé, il fait: «Nouvelle page, c'est bon, ça, j'ai digéré» et les autres ont digéré une fois sur place Mmh. et ça a été dur. Donc voilà, on a dû se réajuster. À l'époque, on n'avait pas rien, ce que je t'ai dit, on est rentrés juste avec nos valises et un tout Oui, donc ça, on petit va en parler juste après. tard, mais du coup, on n'avait rien dans l'appartement. Ça faisait 2 mois qu'on était ici, on avait toujours juste des matelas par terre, tout le monde avait des matelas par terre. On n'avait pas encore le canapé, on avait juste une table et 5 chaises, pour manger dans la cuisine et c'était tout et nous, on était très heureux avec rien autour de nous avec mon mari et c'est là que pétage de câble complet du deuxième. «On m'a arraché de chez moi, je vois plus mes copains. En plus, il y a même pas de lit, la maison, elle ressemble à rien, il y a même pas de canapé, donc on a fait: «OK, d'accord». On va peut-être commencer à meubler cette maison et à le faire sentir un peu plus à la maison parce que Oui, oui, voilà. parce que du coup, en plus, attends, je vais enfoncer un peu, Vas-y. je vais encore Non, un peu non, taper non, sur mais le clou. En plus de l'avoir arraché à sa vie, à ses oui, amis et tout ça, en plus, vous êtes revenus donc avec rien, oui, avec 5 valises oui. et tu m'as dit, un 2 mètres petit truc cubes, de 2 mètres un 2 cubes mètres de cubes, ouais, voilà. donc 2 mètres Donc cubes, on la a vu les grande espaces table, qu'il elle est faut. restée en Ah bah non. Nouvelle-Zélande. Ouais, je sais chez qui elle est, je sais où elle est au milieu du bush, néo-zélandais, dans une, cabine, on appelle ça une cabine, c'est vraiment des petites maisons en bois, on peut pas appeler ça des résidences secondaires, hein, mais c'est des résidences secondaires entre guillemets que les gens ont dans les montagnes, qui sont très sommaires. Des fois, il y a pas l'électricité, il y a pas l'eau, mais en tout cas, elle est là-bas Mais il y et a à une chaque belle fois table. il y a une super table. Elle est trop belle la table. Donc oui, oui, en plus on est rentrés, oui, en plus on est rentrés sans rien et puis il y avait le choc de la culture et il y avait le choc de la langue parce qu'eux, ils rentraient d'une journée Ouais, entière à entendre parler du français, ils avaient la tête cassée. ouais.
Et puis il y a plein de mots qu'ils connaissaient pas. Nous, ils parlaient un français cassé avec nous, si tu veux. Ils avaient pas de langage littéraire. Enfin, tout était très, très, très difficile. Moi, ils m'ont bluffée, hein. Jamais ils se sont plaints, à part le pétage de câble, là, numéro 2, Mmh. ils se sont plaints, de quoi que ce soit, quoi. Donc oui, oui, en plus, il y avait pas grand-chose. Mais tant mieux, heureusement, ça nous a permis de faire un déménagement et une installation beaucoup plus facile, une transition beaucoup plus facile au final. Donc Et voilà. est-ce que tu veux nous en parler du coup un peu Ouais. de vos choix, parce que franchement revenir de 7 ans, enfin c'est même pas Ouais. revenir de 7 ans, c'est tu mets toute ta vie. Ah oui. Et pour le coup, pas juste, tu vois, parce qu'on interviewe souvent des tour du mondistes, des voyageurs au long Ouais. cours, tu as toute ta vie dans ton sac à dos. Ok, mais quand tu rentres après, tu retrouves tout. Oui, Donc tu trouves tout, après, ouais. il y a des nomades qui voyagent avec très peu, mais néanmoins, c'est un petit peu plus qu'un sac à dos. Bon, là, Mmh. c'est pareil, tu as mis toute ta vie Oui, enfin, la vie de dans 5 ces valises. personnes, dans Ouais, dans 5 les valises. valises et 2 Ouais, mètres cubes c'est d'affaires. ça. Donc, On comment l'a tu fait. choisis? Qu'est-ce que tu laisses? Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu prends surtout? Qu'est-ce que tu prends surtout? Alors, qu'est-ce que tu prends? Pour les enfants, ce qui a été non négociable, crois-moi, j'ai essayé de négocier, c'est crois-moi, c'était les peluches et les Lego et ça, on a tout pris. On a plus de 300 peluches. Donc quand je te dis 300 peluches? ah oui, on est Ah minimaliste, mais on a ouais! 300 peluches. J'en ai fait tout un épisode sur le podcast de pour on est minimaliste, mais on a 300 peluches. Faut pas que mon fils Heu, écoute ça parce que du coup, avec ses 50, oh bah non, je lui c'est des grave à jouets, les oreilles, finalement, jouets, hein. c'est nul. Non, 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 c'est tellement les peluches, enfin, comme je te dis, j'en ai fait un épisode, donc il y a beaucoup de choses à dire dessus. J'irai l'écouter. Voilà, donc c'est mon épisode sur la chambre des enfants minimalistes. Tu sens que je lâche un peu. Donc ça, c'était la moitié du container quand même. Donc le container nous a coûté 2 000 balles, donc j'ai payé 1 000 balles de plus. Ah ouais, Sachant que c'est des ouais. peluches qu'on avait eu gratos, ou 3 pour 1 $ ou tu vois? C'était des trucs, ça m'avait coûté Ouais. rien la collection de peluches, mais en fait si, elle m'a coûté 1 000 balles de transport quand même. Non, mais il faut pas compter comme ça, Ah parce mais si que je l'ai ça compté fait comme trop ça, j'ai mal. fait: «C'est pas possible quoi, 1 000 balles de peluches et de Lego quoi, faut pas déconner». Bref, qu'est-ce qu'on a pris avec nous? On a pris que nos choses préférées. C'était le mot d'ordre. On prend que nos choses préférées. Donc toutes les choses préférées qu'on pourrait pas retrouver de l'autre côté. En Mmh. fait, on a calculé le prix du mètre cube et en fait, un objet de la taille d'une BD, du format d'une BD, c'était 80 $. C'est le prix que ça prend pour à l'époque, hein, c'était le covid, les prix avaient Mmh. triplé. Ils sont peut-être descendus maintenant et encore ça m'étonne quand ça monte une fois, ça a du mal à redescendre après les prix. Voilà, généralement. Donc du coup, oui, le prix du fret avait triplé. Donc nous déjà, on était devenus minimalistes entre les 2, donc il était hors des questions qu'on prenne un 40 pieds. Mais quand on a vu les prix, on a fait: «Ah ouais, là, il faut qu'on aille encore un peu plus loin» parce que là, 80 balles pour, on avait beaucoup de BD parce qu'on avait gardé toutes nos BD en français, hein, pour garder Mmh. le et on s'était dit: «Non, 80 balles la BD, je vais les retrouver en brocante pour, 1 € de l'autre côté, c'est ridicule, Ouais. je vais pas faire ça». Et puis en plus, on avait un autre truc, on devait prendre ce qui était dans le fret, c'était des choses qu'on pouvait pas prendre avec nous, qui étaient précieuses, mais dont on pouvait quand même quelque part se passer parce que le container, vu que c'était pendant le covid, il pouvait prendre entre 6 mois et 1 an à venir. Donc tu imagines, OK, ouais. un mètre que tu as vraiment besoin, tu vas pas attendre 1 an un truc. C'est Ouais. pas nous, c'était les délais qu'on nous avait donnés, 6 mois à 1 an. Parce qu'effectivement les gens, voilà, pour la petite histoire, les gens qui ont repris notre maison en Nouvelle-Zélande, s'expatriaient eux de l'Allemagne à la Nouvelle-Zélande et leur container a mis 1 an à arriver pendant le covid. Mmh. On savait que ça pouvait prendre ce temps-là. Donc quelque part, tu étais entre de l'important Mais pas mais autant que ça non plus. pas de l'urgent, pas de l'utile. Ouais. Donc ça a été simple. On a repris en gros les éléments de décoration qu'on aimait bien. On avait quelques tableaux qu'on avait achetés en Nouvelle-Zélande. Donc ça, on a pris. J'avais un meuble de famille. J'avais fait l'erreur de l'emmener avec nous. On aurait dû le laisser. Parce que du coup, moi, je fais, mais j'en ai pas besoin de ce meuble. Mais je vais me faire têche par mes parents si je le ramène pas. Donc il a permis de faire caisse à peluches. Hein. On l'a blindé des peluches. Voilà. C'est un meuble qui fait 1 m3 tout pile. Donc c'est très pratique. 1 m sur 1 m. Donc ça, c'était ça. C'était ouais, les éléments de déco, quelques livres quand même, hein, qu'on a gardés et qu'on savait qu'on n'allait pas retrouver ici. Donc très peu, mais en gros, c'était ça. La décoration, les peluches, les Lego, un meuble de famille et 2 chaises, pareil, de famille qu'on avait gardées. Mais ça me faisait plaisir de les prendre, les 2 chaises. Donc je les ai pris. Et dans nos valises, c'était vraiment le minimum de vêtements. De toute façon, j'ai dit, vous grandissez. Là, on arrive dans l'été, donc déjà les vêtements d'hiver, on n'en emporte aucun, parce que d'ici à ce que ça redevienne l'hiver en France, vous aurez grandi, donc on n'emmène rien du tout.
vous emmenez une paire de chaussures. Bah, ils avaient plus qu'une paire de chaussures. De toute façon, on était devenus assez minimalistes. Donc les vêtements, on en a pris vraiment, je fais: «Je rien avec des taches, avec des trous, avec» non, on repart à 0. Donc déjà quand tu enlèves les vêtements avec les taches, avec les trous, avec des enfants, tu plus grand chose dans la valise. Voilà, donc c'était ça et ouais, je te dis, c'était, les papiers administratifs vraiment, utiles où il faut absolument Mmh. avoir l'original, genre les diplômes, ce genre de choses. Donc très peu de papiers, on avait tout scanné, vraiment. Hem, mais ouais, on a même tout numérisé, les photos qu'on avait, on a ramené quasiment aucune photo avec nous, même des photos qu'on avait, tu sais, que tu prends quand tu es ado et tout, on a tout numérisé. Donc Ah ouais, ouais, vous avez pas ah gardé oui. ça? Ah non, 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 on en a gardé quelques-unes, mais on a tout balancé. Non, non. Ah, ça Hem va loin quand même, hein, les Mais on photos? alors Oh là là. mais alors c'était un oui, mais c'est pas le support que j'aime bien, c'est j'ai la photo si tu veux, ce genre Ouais, ouais, ouais. je l'ai la photo. Donc donc on a fait tout ça et au final, oui, je te dis, quelques livres, quelques jouets, des vêtements, ah, ça va vite quoi, au final. Mais on a pris effectivement aucun meuble, aucun ustensile, aucun accessoire, aucun voilà, on est arrivés ici, on n'avait pas de fourchette, pas d'assiette, pas de verre, enfin voilà, Mmh. tu repars vraiment de 0. Mais de toute façon, le prix d'un verre, ça aurait été, 40 balles, hein. Oui. Il coûte pas 40 balles mon verre, donc on va pas l'emmener. Et moi, ça a été vraiment mon truc. On s'est basés, sur une décision vraiment, économique. Ça nous aidait de nous dire: «Est-ce que ça vaut 80, 40?» Voilà, on faisait le prorata à peu près à la taille par an, Ouais. se fixant sur une BD et on regardait et des fois, il y a des trucs, on se disait: «Bah oui, oui, ça coûte 1 000 balles les peluches, oui». Parce que vraiment, c'est la vie de nos enfants donc oui, mais pour d'autres choses, tu fais: «Non, ça clairement, je paye pas, 200 balles pour que ça reste 1 an dans un container et j'attends». Donc Ouais, c'est ouais. comme ça que ça nous a aidés à aller beaucoup plus loin, en fait. L'argent nous a aidés à aller beaucoup plus loin. C'est fou le C'est pouvoir de dingue, hein? l'argent. Oui et puis d'argent et d'attendre. Est-ce que je suis prêt à payer Oui. 80 balles et attendre 1 an pour cette BD? Non. Et Bah, en voilà. plus, tu dis par exemple la vaisselle, les ustensiles et tout ça. De toute façon, tu peux pas vivre un an sans, Et sans oui, assiette, sans verre, sans fourchette. exactement. Donc après, quand ça va Oui arriver, qu'est-ce que tu vas et en bah, tout en faire? double et beh, tu as tout compris. C'était exactement ça. On devait se dire: «Potentiellement, ce qu'on met là, on le voit pas pendant 1 an». Et quand tu dis: «Ah bah oui, mais on devrait racheter», oui, bah, voilà, tu as ta réponse. Et il y a des choses qui ont été dures, hein, je dis pas que ça a été facile et pourtant ça faisait quelques années qu'on était sur cette démarche minimaliste. Mais mais c'était quand même oui, il y a eu des choix qui étaient, enlever toute la collection de BD de mon mari, je sais que ça a été un crève-cœur, Mmh. vraiment un crève-cœur. Il a eu beaucoup de mal, mais il était hors de question que elle valait pas 2 000 balles à ses yeux, quoi. Donc Ouais. s'il la veut, on la refera petit à petit. On n'arrêtait pas de dire ça, tu vois? Ça fait 2 ans et on n'a pas racheté une BD, donc bon, comme quoi. On les prend à la bibliothèque, et puis c'est tout, ça suffit. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, c'est hyper intéressant. On arrive à 1 heure d'enregistrement déjà. Ah beh oui, tu vois? Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, hein, quelque chose dont on n'a pas encore parlé, Mmh, qui te tenait à cœur un peu sur le sujet, comme ça, alors immigration, les enfants, tout ça, tout ça? Qu'on a pas c'est vraiment, de dire aux gens qui nous écoutent, qui pensent à une immigration, prochaine, c'est que si on a envie que ça marche, je pense que ça marche. Si on se dit que ça va être difficile et qu'on va pas y arriver, on a raison, ça va être difficile, on va pas y arriver. Mmh. Faut vraiment, vraiment y croire parce que c'est pas facile. Donc si tu y crois pas, forcément ça va pas le faire, hein. Ouais. Il y a tellement d'étapes à passer que oui, mais il y a ça et puis il y a le même avec des enfants, quoi, tu vois? Nous, on est partis, ils étaient tout petits, on nous disait, les gens de notre entourage qui disaient: «Oh, vous avez de la chance, on aimerait bien partir, mais ils sont bébés, ils sont petits, peut-être plus tard», hein. Et puis après, quand on est partis dans l'ensemble: «Ah, vous avez de la chance, mais nous, tu vois, maintenant, ils vont peut-être rentrer dans la» enfin voilà, on est dans la préado, donc c'est dur, donc peut-être plus tard. En fait, il y a pas de bon moment de partir avec les enfants. J'ai rencontré des immigrés, français en Nouvelle-Zélande, ils sont partis, leurs enfants avaient, 14, 16 et 17 ans, tu vois? Et ils l'ont fait. Ah ouais. Il y a pas Bah, moi, je d'âge. dirais, si je peux me permettre, c'est pas qu'il y a pas de bon moment, c'est qu'en fait, tout le temps, c'est un bon moment. Exactement ça. Tu Ouais. Moi, je dirais tant il y que a tu es pas d ensemble, tant que ça oui, c'est voilà, que tu sais pourquoi tu le fais, ouais, voilà, oui, ben, tu peux te donner les ouais, moyens et voilà et ça marche avec les enfants ça marche. de tous les âges, quoi. Il faut pas plaquer nos émotions d'adultes sur les émotions de nos enfants. Oui, il y a des choses qui sont plus dures pour eux, mais il y a plein de choses qui sont plus faciles et oui, ils vont quitter leurs amis,
Ils vont s'en faire d'autres. Nous aussi, on quitte nos amis, hein, et pourtant on le fait. Donc. Et c'est ce que j'ai dit aux enfants, si ça peut aider les parents quand les enfants avant qu'on parte, surtout mon premier qui était triste de quitter ses amis parce que c'est lui qui en avait plus. Je fais, oh, tu te rends compte, en ce moment là, on est en train de parler et en ce moment il y a ton meilleur ami qui t'attend en Suisse, il sait même pas que tu vas arriver, quoi. Je fais, tu te rends pas compte, il t'attend en fait, ton meilleur ami, et il sait pas. On sait pas qui c'est, mais il est là, tu vas t'en faire. Et il était là, ah ouais, je sais, oui, ils sont là, tes meilleurs amis, ils attendent que toi. Et, C'est tellement joli. ouais, mais et ça s'est passé comme ça. Et tu vois, on s'est fait la réflexion la semaine dernière. Je fais, hey, Camille, tu te souviens quand je t'avais dit, tes meilleurs amis, ils attendent? Je fais, bah, ta bande, elle est là, tu l'as maintenant, 2 ans après, tu l'as, ta bande de potes. Ouais. Et il fait, ouais, t'as raison. Donc, non, des amis, on s'en fait. Et du coup, ton deuxième, ça va mieux? Beaucoup mieux. Ouais, lui, Ouais. mais de toute façon, lui, ça va toujours. Il pète un câble, ça va très doucement, ça va très haut, très fort, très haut, mais ça dure pas longtemps. Et puis après, c'est bon. Et il adore être ici. Et le troisième, ça a été plus long. Il a mis 1 an et demi. Ça peut faire encore un autre podcast. Mais voilà, pour le troisième, lui, on a mis 1 an et demi avant qu'il se sente bien dans le pays quand même. Mais voilà, on a réussi. Mais il est autiste, le troisième, donc c'est un petit peu particulier. Ok, ouais, c'est différent. Ouais, mais même lui, on a réussi à le faire bouger. Donc, si on a Oui, réussi à le faire bouger lui, j'ai envie de te dire. non, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, même pendant la préparation, mais même avec un enfant autiste, Oui. avec un enfant qui a un handicap, qui a des difficultés, avec n'importe quel type d'enfant, en fait, voilà, rien n'est impossible, en fait. Rien n'est impossible. C'est juste un niveau de difficulté. Est-ce qu'on est prêt de l'accéder ou non? Après, quand c'est des trucs médicaux, machin, tout ça, voilà, il y a d'autres. On est bien d'accord. Bon, après, tu peux pas forcément aller partout. Voilà, si t'as des suivis médicaux particuliers, tu peux pas aller n'importe où dans le monde, mais c'est pas. On a mis 2 ans à le préparer et 1 an et demi pour vraiment voir le bout du tunnel. Donc, on a eu 3 ans et demi de travail avec lui, mais on était prêt à investir ce temps-là et maintenant ça va. Okay. Autant que ça peut aller. Bon, écoute, je te remercie infiniment, Hélène, pour ton partage, pour tes bons conseils pour nos auditeurs. J'espère que tout le monde aura appris un petit quelque chose, parce que donc on n'a pas donné le nom de ton podcast. Tu peux, c'est Faminimaliste. Je parle de minimalisme en famille. Et effectivement, ça aide beaucoup l'immigration ou l'expatriation d'être minimaliste. Voilà, si vous êtes des familles voyageurs, ça peut vous aider. Donc, sur toutes les plateformes d'écoute, Faminimaliste. Il y a un épisode qui sort tous les jeudis en solo ou avec des invités comme on fait aujourd'hui. Et lundi sur 2, j'ai un épisode bonus qui parle plus de tri, d'organisation. Là, on est vraiment dans les mains dans le cambouis. Et ça, c'est un lundi sur 2. C'est des petits épisodes qui durent 5 minutes. Et on peut me retrouver sur Instagram, sur Faminimaliste. Simplement. Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode, comme je fais d'habitude. Et puis, et c'est vrai que le minimalisme en voyage, franchement, nous, on y va de plus en plus, on voyage de plus en plus léger. Et qu'est-ce que c'est facile, oh là là, mais on se libère de contraintes qu'on a si on trimballe toute notre vie juste pour 3 semaines de vacances. Donc, c'est hyper intéressant. Tellement de choses à dire sur le sujet, tu vois, j'en suis à mon 54e épisode. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Hélène, et bonne continuation. Et puis, à bientôt. Un immense merci à Hélène pour son partage d'expérience. J'ai trouvé que c'était vraiment très inspirant comme épisode, et la conclusion, évidemment, moi, me plaît beaucoup. Osez rêver grand et mettez tout en œuvre pour que vos rêves deviennent réalité. J'ai l'impression que ça devient un petit peu un credo là dans les différentes interviews que j'ai fait ces derniers temps, et vraiment ça pousse à se dépasser, à prendre sa vie en main, à réaliser ses rêves les plus fous. Vos enfants sont extraordinaires, sont adaptables et vont nous suivre dans toutes nos aventures et nos folles idées. Donc vraiment, merci beaucoup à Hélène pour ton dynamisme et puis voilà, ta force de volonté qui transparaît un petit peu dans les choix que tu nous as racontés. C'était vraiment hyper inspirant. Depuis que je connais Hélène, j'écoute son podcast, Faminimaliste. Je vous mets, comme je disais dans l'épisode, je vous mets les liens dans les notes. Franchement, allez-y, allez écouter Hélène. C'est péchu, c'est dynamique, c'est plein de bon sens, et vous allez regarder un petit peu votre maison ou vos valises de manière différente. Vous allez voyager léger, croyez-moi, après écouter quelques épisodes avec Hélène.
votre maison va se vider petit à petit. Donc voilà, merci à tous pour votre écoute. J'espère vraiment que l'épisode vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous avez voyagé en Nouvelle-Zélande et en Suisse avec nous. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire. À tous ceux qui écoutent les épisodes sur Apple Podcast ou sur Spotify, n'hésitez pas, allez-y, à grand renfort d'étoiles, de petits cœurs, de tout ce que vous voulez. Ça aide le podcast à se faire connaître et donc nous, ça nous aide énormément. Et puis parlez-en autour de vous. C'est aussi la meilleure publicité que vous pouvez nous faire. Voilà. Un grand merci à tout le monde et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures.